C'est sous son influence qu'a été menée l'opération de Madagascar, et c'est ce puissant lobby qui s'apprête une nouvelle fois à plonger le pays dans une longue et sanglante guerre impériale. Car il reste encore un territoire africain à conquérir, qui pourrait permettre à la France de contrôler toute l'Afrique du Nord. Le sultanat du Maroc va donc devenir sa nouvelle cible. Le jeune sultan Moulay Abdelaziz, à l'abri des hauts murs de son palais de Fès, était pourtant parvenu à préserver l'indépendance de son petit pays, poursuivant la politique de ses prédécesseurs qui commerçaient depuis longtemps avec les Européens. Allemands, Français, Espagnols et Britanniques étaient les bienvenus dans le port de Tanger et le long de la côte. Mais dans une tragédie en 3 actes, dont les acteurs seront les puissances européennes, le Maroc va voir son destin lui échapper. Le premier acte débute en 1904, lorsque la France et la Grande-Bretagne décident de solder leurs contentieux coloniaux et de s'allier. Ce que l'on a appelé l'entente cordiale comporte plusieurs protocoles, dont un qui consiste à échanger le droit des Anglais à contrôler l'Égypte contre celui des Français à contrôler le Maroc. Un accord qui exaspère l'Allemand Guillaume II. Le Kaiser fait alors une entrée fracassante dans les rues de Tanger, en 1905, pour soutenir le sultan marocain face aux appétits français. La tension est telle que l'on convoque une conférence internationale à Algésiras en 1906. Mais les Français et leurs alliés parviennent à imposer leur vue aux Allemands. Les Marocains, impuissants, sont alors obligés de céder à la France et à l'Espagne le contrôle des villes côtières de Tanger et Casablanca. Si les deux puissances n'ont pas le droit d'intervenir à l'intérieur du pays, elles peuvent désormais déployer leurs troupes le long de la côte, comme elles l'exigeaient. Mais sur le terrain, les Marocains ne vont pas se laisser faire. Lorsqu'en 1907, le croiseur français le Galilée débarque 60 hommes dans la ville de Casablanca, la réaction des tribus berbères est immédiate. Plusieurs soldats français sont tués. En représailles, le commandant du Galilée décide de bombarder Casablanca. Des milliers de Marocains perdent la vie. Le pouvoir du sultan Moulay Abdelaziz ne résistera pas à l'onde de choc. Il doit abdiquer sous la pression de son frère, qui lui reproche d'avoir bradé la souveraineté marocaine à la conférence d'Algésiras. Le nouveau sultan Moulay Abdelhafid pense, lui, pouvoir tenir tête aux Français et aux Espagnols. Il n'en sera rien. Sous la pression du parti colonial, qui pousse à l'annexion du Maroc, et sous le prétexte toujours le même de troubles à la frontière algérienne, la France multiplie les opérations militaires à partir de 1908, s'engageant dans une guerre coloniale de plus de 25 années, sans doute la moins connue de son histoire. Ces opérations sont soutenues par une large majorité de députés, à l'exception notable des socialistes. Leur leader, Jean Jaurès, dénonce à plusieurs reprises à la tribune ces interventions particulièrement violentes. Messieurs, à mesure que notre intervention au Maroc est plus étendue, plus dure et plus brutale, je me demande avec une angoisse croissante et sincère de quel droit nous portons la guerre et le feu au cœur même de ce pays. Au Maroc, il y a un peuple effervescent et indépendant qui a plus que nous ne l'imaginons la fierté de sa vieille histoire, qui se rappelle qu'il a successivement refoulé de son sol les Portugais, les Espagnols, les Anglais.
Ce n'est pas un peuple accoutumé à subir en silence une domination tyrannique. Mais les dénonciations de Jaurès resteront vaines. Et les soldats français continuent de partir en nombre vers le Maroc. Alors, dans un deuxième acte, c'est l'Allemagne qui pousse ses pions. Le Kaiser Guillaume II comprend que la France ne compte pas respecter l'accord d'Algésiras et qu'un partage du Maroc est devenu inéluctable. Il envoie au large d'Agadir ses croiseurs, le Panthère et le Berlin, menaçant d'intervenir militairement. Un coup d'Agadir qui permet à l'Allemagne d'exiger des compensations en contrepartie de son éventuel accord sur le découpage du pays. Et lors du troisième acte de ce drame marocain, en 1912, c'est une nouvelle fois un partage territorial entre Européens qui est finalement décidé. La France obtient un protectorat sur le Maroc comme elle le souhaitait. En échange, elle doit céder à l'Allemagne des terres françaises en Afrique équatoriale afin d'agrandir la colonie allemande du Cameroun. L'Italie, elle, est autorisée à s'installer en Libye. Quant à l'Espagne, elle gardera le contrôle du nord du Maroc, autour de Ceuta, ainsi qu'au sud, dans la province du Sahara occidental, appelée Rio de Oro. Comme elle le fait pour toutes ses conquêtes coloniales, c'est un militaire que la France choisit pour diriger son nouveau protectorat du Maroc. Lorsqu'il parade à cheval dans les rues de Casablanca, le général Hubert Lyautey a derrière lui une longue carrière d'officier colonial, passé par Madagascar, puis par l'Indochine. Après les campagnes violentes d'un Bugeaud ou d'un Gallieni, voici venu le temps d'un visionnaire de l'Empire, obsédé par la mission civilisatrice de la France. Mais Lyautey devra remettre à plus tard l'ambitieux plan qu'il a en tête pour le royaume. Car il doit faire face à un soulèvement généralisé des tribus marocaines qui n'acceptent pas le protectorat français. Alors, pour tenter de circonscrire la rébellion, le général fait venir de métropole et d'Afrique noire des milliers de soldats supplémentaires. Et l'armée française de s'enfoncer en direction du sud et de s'installer dans des campements à perte de vue. Ils sont 50 000 soldats dès 1912 et ils seront 70 000 en 1913. Lyautey veut obtenir la reddition des chefs de tribu par tous les moyens. Mais la France n'aura pas le temps de terminer sa campagne marocaine. Le général Lyautey doit brutalement interrompre ses opérations à l'été 1914, lorsque l'opposition entre l'Allemand Guillaume II et le Russe Nicolas II entraîne tout le continent européen dans la guerre. Pour surmonter l'épreuve qui l'oppose à l'Allemagne, la France va devoir mobiliser plus de 6 millions d'hommes. Mais elle peut désormais compter sur ses colonies, conquises depuis 1830. Plus de 600 000 soldats et 200 000 ouvriers vont ainsi venir d'au-delà les océans. Sur les plages de la Somme, comme sur les routes de Champagne, vont déferler l'impressionnante cavalerie des spahis algériens. Les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs venus d'Algérie et du Maroc, ceux arrivés de l'île de Madagascar, ceux venus de la lointaine Indochine, comme les soldats Kanaks et Papous débarqués des îles de l'océan Pacifique. Pour la première fois, les Français mesurent réellement l'importance de leur empire colonial qui va permettre au pays de tenir tout au long des 4 années de cette Première Guerre mondiale dévastatrice. Une guerre finalement remportée par la France et ses alliés, pendant laquelle 1 400 000 Français perdront la vie
dont plusieurs dizaines de milliers de tirailleurs. Et quand les soldats des colonies défilent sur les Champs-Élysées pour fêter la victoire, la France, renaissant de ses cendres, compte plus que jamais renforcer son empire. Mais cet empire tout-puissant, qui s'apprête à vivre son apogée, est un colosse aux pieds d'argile. Et la France, si elle souhaite le conserver, devra y mener de profondes réformes. Ce qu'elle va s'avérer